Bonjour, tachycardie à complexe QRS large. Le but de ce module est de vous apprendre à vous débrouiller face à cette difficulté que rencontre tout médecin urgentiste ou cardiologue en particulier, en présence d'une tachycardie à QRS large qui peut être à la fois de relativement bon pronostic si c'est une origine haute supraventriculaire et de mauvais pronostic si c'est une tachycardie ventriculaire. Le traitement n'est pas le même et le risque de se tromper initialement est assez fort. Il y a pourtant une simple méthode, celle du score de Jabreski, qui devrait permettre de vous aider à vous débrouiller le mieux possible et on va la suivre à partir d'une analyse clinique, ensuite électrique et des tests simples dynamiques. Alors qu'est-ce qu'une tachycardie à complexe QRS large? Pour simplifier, il y a trois types de tachycardie à complexe large. La première, la plus fréquente, ce sont les tachycardies originaires de l'oreillette gauche ou droite, qu'on appelle des flotteurs ou des tachycardies atriales, ou de la région supraventriculaire qui figure ici, la région nodale. Il peut y avoir des tachycardies nodales, atrio-ventriculaires par réentrée intranodale, tachycardie atriale, focale ou automatique, et enfin des flotteurs qui sont incapables d'aller complètement vers le ventricule en raison d'un bloc de branche, soit gauche, soit droite, et ça donne des aspects de tachycardie à QRS large. La dernière chose dont je voulais vous parler, qui est plus rare, c'est la tachycardie orthodromique avec bloc de branche. Hein. C'est un faisceau accessoire rétrograde là, qui est là, une sorte de Kent que j'ai figuré, et qui donne, à cause toujours de ce bloc de branche, des tachycardies parfois larges et parfois trompeuses. Elles appartiennent au syndrome de Wolff-Parkinson-White. Donc vous avez tachycardie nodale, flotteur, atrial focale et orthodromique pour cette dernière. Les tachycardies ventriculaires sont originaires en général d'une paroi latérale, plus rarement septale, de la région ventriculaire, et elles vont remonter un peu plus lentement pour dépolariser tout le ventricule. Donc la partie initiale des QRS sera modifiée par rapport à un bloc de branche, et c'est cette analyse qui va nous aider. La plupart du temps, il est possible, lorsque c'est originaire du ventricule droit ou du ventricule gauche, de s'en sortir. C'est un peu plus compliqué dans les tachycardies fasciculaire ou septale, comme nous allons le voir, mais restons optimistes. Voilà. Les tachycardies préexcitées sont la dernière forme, je dirais purement cardiologique, de tachycardie à complexe large. Vous voyez, l'influx suit le faisceau accessoire par voie atriale et il tourne en boucle jusqu'à remonter par la voie nodoïcienne à cause de ce faisceau accessoire qui est perméable par voie antérograde. Et ça donne des tachycardies préexcitées qui vont être très difficiles à diagnostiquer d'une tachycardie ventriculaire car la primodépolarisation se situe dans le ventricule et il faut beaucoup d'expérience et en général le terrain qui va nous aider à faire la différence et puis également l'existence d'une préexcitation antérieure et la tolérance clinique. Mais le grand, la grande, comment dirais-je, phrase qui concerne les tachycardies à complexe large, c'est que c'est une TV jusqu'à preuve du contraire, et on va essayer de démontrer chaque fois que c'en est une ou que c'en est pas une. C'est ça la démarche. Donc pour cela, on commence par la clinique. La clinique, c'est en faveur, ici en rouge, plus on est âgé, plus on a fait des efforts, plus il y a un infarctus, plus il y a une maladie aiguë, moins bonne est la tolérance, il y a des signes de cardiopathie, s'il y a des antécédents personnels de, 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 de TV, bah, c'est vrai que ça va bien avec. Si en revanche, il n'y a pas de préexcitation, bah, ça aussi. S'il y a une cardiopathie rythmique héréditaire, une cardiomyopathie, c'est ses antécédents familiaux. Et enfin, des médicaments qui peuvent allonger le QT. Il y a des torsades de points d'AQT long, mais là, ce n'est pas tout à fait ce que l'on recherche, puisque ce sont des tachycardies régulières. Et il n'y a pas de prise de médicaments inhibiteurs des canaux sodiques, comme par exemple la flécainamide, la quinidine, qui donne des tachycardies à complexe large très bizarres dont on ne parlera pas. La biologie n'est pas d'une grande aide, l'échographie clinique, l'échographie cardiaque, pas d'une grande aide non plus. L'électrocardiogramme, c'est là-dessus que nous allons travailler. Alors, la première chose face à une tachycardie à complexe large, c'est est-ce qu'il y a une mauvaise tolérance, hein, un état de choc, des marbrures, un état froid, un ralentissement idiomoteur ou une grande douleur thoracique, un trouble de conscience, une hypotension avec des signes congestifs. Dans ce cas-là, le traitement consiste à endormir le malade avec par exemple du propofol dans des conditions d'anesthésie
et de le choquer avec, pour une TV, des doses de 150 joules, puis deuxième dose 150 à 360, tandis que les TSV, ce sont des doses plus faibles. Si le patient va plutôt bien, que vous avez du temps, il est important de faire un diagnostic rythmologique. Et pour cela, bah oui, c'est pas facile, mais il va vraiment falloir regarder l'électro. Alors là, je vous propose deux électrocardiogrammes qui sont un peu test, un peu pré-test. Je vous propose de les regarder, de vous laisser vous débrouiller pour essayer de formuler une hypothèse, voir comment vous faites, qu'est-ce que vous auriez dit. Ok. Donc premier ECG, vous appuyez sur pause. Deuxième ECG, même chose, vous appuyez sur pause. C'est une tachycardie, les complexes sont un peu plus larges, 150 millisecondes, il faut toujours préciser l'axe, la durée des QRS et la fréquence ventriculaire. Sachez que c'est pas parce que c'est très large que c'est pas une TSV, sachez que c'est pas parce que c'est fin que c'est une TSV. En fait, il n'y a pas de certitude, même si plus on est large, plus on est rapide, plus c'est une TV, mais franchement, il y a beaucoup d'exceptions. Alors, les algorithmes que nous avons étudiés, qui sont sur le site internet, c'est l'algorithme de Brugada, l'algorithme de Verrecaille, on va s'en servir, parce que je trouve qu'il est très intéressant du point de vue physiopathologique. Il démontre que dans la TV, la dépolarisation initiale est lente par rapport à la dépolarisation finale. L'indice de Verrecaille qui utilise VR est très intéressant d'ailleurs. Jabreski va s'en servir, tout comme l'indice de Pava et Brugada qui revient après 29 ans 19 ans de challenge, puisqu'il y avait des gars qui avaient trouvé d'autres choses. Brugada, il a beaucoup utilisé la dérivation D2 et il a raison. D2, c'est une dérivation très importante qui est située à l'apex du cœur. Souvenez-vous que c'est à 60 degrés dans le plan frontal et que finalement, soit la branche gauche, soit la branche droite dépolarise le cœur en cas de TSV. Et dans ces cas-là, la dépolarisation, l'inscription initiale de R ou de S en D2 va être rapide. Et donc c'est très important de voir si l'inscription de R ou de S en D2 est très rapide pour distinguer TSV, TD, c'est ça l'indice de Pava. Tandis que Jabretsky, lui, va mouliner un petit peu tout ça et va nous proposer un score qui est plus habile qu'un indice ou qu'un algorithme. Un algorithme, c'est oui, non, oui, non. Lui, il dit que plus il y a d'éléments, des items, plus ou moins, plus la probabilité de VT-score augmente. Moi, j'aime bien cette méthode. Et il l'a bien expliqué dans le Journal of Electrocardiology de 2017. On va le faire pour vous. Il y a 7 items, il y a 8 points. Je vais vous les présenter très vite parce que nous allons les revoir. Et il est important de bien comprendre qu'il y a une technique de lecture qu'il va falloir suivre un peu comme un mantra, quoi, hein. Donc, on regarde l'onde en V1, c'est par là que vous allez commencer. Est-ce qu'il y a une onde R initiale et dominante en V1? Voilà le terme anglais. Donc vous allez regarder V1, est-ce qu'il y a une onde R initiale et dominante? On va vraiment les revoir tranquillement. Est-ce que lorsque les QRS sont négatifs en V1 ou V2, l'onde R est large, hein? Est-ce qu'elle reste large quand le QRS est négatif? Là, c'était un retard droit, là, c'est un retard gauche. Est-ce que en V1, quand il y a un retard en général gauche, il y a un crochetage à la descente? C'est le contraire de ça. C'est-à-dire que la descente étant lente, ça veut dire en V1 que je n'utilise pas les voies de conduction comme la branche gauche correctement ou la branche droite correctement et que j'ai dû faire un détour, c'est en faveur d'une TV 1 point. L'ondaire initiale en VR, très important, elle est vraiment facile à retenir, vous avez vu, c'est comme V1, c'est vraiment mnémotechnique, hein, ondaire initiale en VR. Ensuite, en D2, on l'a vu, le temps d'inscription de l'ondaire en D2, plus de 50 millisecondes, donc on va passer de VR à D2. Enfin, quelque chose qui est très simple, c'est l'absence de complexe RS dans la dérivation V1 V6, donc on fait V1, ensuite VR, D2, V1 V6, et enfin on recherche la fameuse dissociation atrioventriculaire qui témoigne du fait que l'activité atriale et ventriculaire sont dissociées, donc c'est en faveur d'une TV. Si c'était atrial, il n'y aurait pas de dissociation si c'était une TSV. Donc que nous dit le score? Le score est bon, je vous laisse le regarder. Il nous dit que quand on a un score supérieur ou égal à 1, on est déjà à peu près meilleur que les autres. Et alors évidemment, quand on a un score à 3, alors à ce moment-là, on a toujours non seulement une meilleure sensibilité, mais une meilleure spécificité, une meilleure accuracy, c'est-à-dire exactitude. C'est vraiment très intéressant et je pense que c'est vraiment un très bon algorithme. Donc on y va ensemble. On commence par V1, vous vous souvenez? V1, c'est le premier. On cherche une dominante de R en V1. En voici une.
En voici une, on va voir un petit peu comment ça se passe, et une onde R ici. Ici, il y a R, puis R'. Mais la différence avec les TSV, vous voyez ici, c'est très important, c'est que R' est plus important dans les TSV que dans les TV. Dans les TV, c'est le signe de l'oreille du lapin. Quand l'oreille droite du lapin est en l'air dans une TSV, eh bien c'est en faveur d'une TSV justement, alors que là c'est en faveur d'une TV. Vraiment, cette image est caractéristique. Ici, ce sont des ondes dominantes, pas facile, la l'onde n'est pas dominante. Et ici, il va falloir utiliser V2 pour bien voir que l'onde R' n'est pas initiale, il y a quelque chose d'autre avant. Hein. Je vous rappelle que c'est initial. Donc ici, il n'y a rien d'initial, c'est simplement qu'on est orthogonal à V1. Et c'est un peu subtil, mais ça implique de bien lire les définitions, et ces exemples-là vont vous aider. Le deuxième point, je vous ai dit, c'est en cas de QRS négatif, on regarde V1 ou V2. Et si l'onde R initiale fait plus de 40 millisecondes de durée à la base, hein, alors c'est une TV. Donc voici des exemples d'une salve de doublets, de triplets de SV. Vous voyez, les ondes R sont beaucoup plus larges que 40 millisecondes. Utilisez V2 également. Par rapport à ici, où vous voyez que les ondes R sont très fines. Donc c'est assez caractéristique, on croirait que c'est les mêmes, mais ça n'est pas même. On dirait que c'est une TV, mais non. C'est bien une onde R en V2, V3 très fine qui va vous aider. Et on dit V2 plus que V3, vous voyez comme c'est important. Il est fin, Jabreski. Et là, même chose, on a une onde R en V2 et là, qui est en faveur d'une TV. Ensuite, on va faire. Alors là, je vous montre l'article qui montre à quel point les ondes R peuvent être élargies dans les TV initiales en V1, V2. Donc, on va faire le troisième point qui est l'onde S crochetée. L'onde S crochetée en V1. On est encore en V1, on a fait V1, V1, V2, puis encore V1. Et si l'onde S est crochetée, oui, ça fait un point. Donc là, on voit bien que sur un complexe de type ESV, j'ai un point parce que c'est crocheté. Là, j'ai aussi une TV avec une onde S descendante. Ça, c'est l'onde S, c'est l'onde S. Il n'y a pas photo. C'est vraiment très simple. TV, bravo Jabreski. Et puis là, vous avez en plus une onde R qui fait 40 millisecondes, hein, V1, V2. Alors c'est vrai que le QRS n'est pas tout à fait négatif pour l'utiliser. À gauche, en revanche, ce sont des TSV, il n'y a pas du tout d'onde S. La branche droite fonctionne très bien, et donc la pente initiale en V1, V2 est extrêmement rapide par rapport à la pente remontante. Donc il n'y a ni crochetage ni anomalie de la pente descendante. C'est vraiment très en faveur d'une TSV. Vous voyez que le complexe de base était ici. On peut se tromper avec une TV quand ça s'élargit comme ça. Oui, mais d'une part, il y a probablement une onde P par ici, et d'autre part, vous avez cette descente de l'onde R extrêmement rapide, sans crochetage, l'onde S. On continue avec le quatrième critère. Voici les ondes S crochetées de Jabreski. Je vous laisse les regarder. Et on va passer à l'onde R initiale en VR. On a dit qu'on passait de V1, V2, V3 à VR. Hop, est-ce qu'il y a une onde R initiale en VR? C'est comme en V1. Est-ce qu'il y en a une? Il suffit de bien mettre votre curseur. Alors, pas de photos, pas de choses compliquées. Il faut vraiment un très beau tracé. Des choses de travers avec des fax, c'est pas la peine. Il faut vraiment être sûr qu'il y a un bon alignement pour voir où est le début du QRS. Là, on voit bien où est le début du QRS grâce à l'alignement. On ne peut pas se tromper. Sur une dérivation, on peut se tromper, mais avec l'alignement, c'est pour ça qu'il faut les ECG. 6 pistes plus une de rythme. Et là, vous voyez que c'est bien un critère de TV. Et puis, on retrouve sur un QRS négatif une onde R qui fait plus de 40 millisecondes, donc ça fait 2 points déjà. Donc là, nous avons en D2 le critère de Pava, que j'aime beaucoup, l'indice de Pava. L'indice de Pava, je vous ai dit D2, c'est dans la dérivation à 60 degrés du cœur. Normalement, ça doit se dépolariser très vite avec la branche gauche ou la branche droite. Et là, quand on fait la ligne verticale et qu'on fait un agrandissement, on voit bien que grâce à la ligne verticale, on sait où est le début du QRS. Sinon, c'est difficile. Voilà. Mais là, vous pouvez y arriver avec, par exemple, cette dérivation-là. C'est elle qui va vous renseigner, ou alors avec celle-là. Et puis ensuite, vous vous remettez ici. Donc là, on a bien une onde R supérieure à 70 millisecondes et on a une onde R dominante en V1, 2 points. Et puis là, le QRS n'est pas tout à fait négatif, mais enfin, R fait 40 millisecondes, mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait négatif. Donc, ici, c'est une tachycardie extrêmement rapide à 234 par minute, vous voyez. On va regarder directement RD2 puisque c'est ça l'exercice. Je sais que ça ressemble à une TV parce que c'est rapide, mais c'est pas parce que c'est rapide que c'est une TV. Donc on regarde nos critères de dépolarisation initiale.
Pour cela, on met nos deux bandes verticales et on regarde bien RD2, puisque c'est le but aujourd'hui. Et là, c'est très intéressant, RD2 est très fine, vous voyez. Donc quand RD2 est très fine, alors évidemment, faut augmenter un peu, là, elle fait 40 millisecondes. L'indice de Pava est négatif, c'est un indice très spécifique. Quand il est supérieur à 50, c'est une TV, mais quand il est en dessous, il manque un peu de sensibilité, donc il faut d'autres critères. Et on va utiliser éventuellement d'autres critères qu'on reverra tout à l'heure. Mais là, effectivement, on a peut-être une onde R V1 positive initiale, donc j'aurais mis un point. Donc des fois, il faut plusieurs critères. Mais ça, ce point-là, il existe. Des fois, il y a des difficultés quand c'est très très rapide à avoir que des critères négatifs et que des critères positifs. Mais là, ce critère-là de Pava, il est vraiment intéressant. Il s'agissait d'un flotteur et il faut en connaître l'aspect. Il est bien que vous en ayez quelques exemples. Voilà les Airwave Peak Time dans les TV. Vous voyez, plus de 40 millisecondes. Là, c'est plus de 40. Là, c'est plus de 40. Là, c'est plus de 40, plus d'un millimètre. Hein. J'avance un peu. Avec les TSV, vous avez des exemples. Là, c'est le sixième critère, c'est l'absence de complexe RS de V1 à V6. C'est vraiment intéressant. Pas de critères positivité, négativité. À la place, si vous avez que des QS, que des ondaires dominantes, dans les 6 dérivations, à ce moment-là, le critère 6 est validé, c'est un point pour la TV. Alors vous voyez ici, je n'ai pas d'ondaire, donc déjà ça va vite, hein, j'ai pas d'ondaire S, pardon. Donc, sachant que j'ai pas d'onde RS, eh bien, c'est probablement un point de TV. Tandis que là, j'ai une onde RS, même il y a un retard à l'inscription de l'onde R. Hein. C'est grâce à cet alignement qui démarre vraiment ici que vous voyez qu'il y a un petit retard à l'onde R. Alors, il ne faut pas trop utiliser les dérivations microscopiques pour faire de la grande science, mais là, c'est vraiment intéressant d'avoir l'importance de ce curseur vertical et de ne pas dire que cette onde R fait 40 millisecondes sans avoir un alignement correct. Donc là, on a 2 points pour une TV. Là, il n'y a pas d'onde RS, vous voyez, il y a une onde R. La seule fois où on a R et S, ben on a une onde R'. Et on n'a pas le droit à avoir une onde R'. D'accord? R, S, R', c'est interdit. Boum. Donc là, il a un point pour absence d'onde R S de V1 V6. C'est vraiment très simple. Il hein. Faut le mémoriser par cœur. Et là, pas d'onde RS, pas d'onde RS. C'est pareil, vous regarderez tranquillement. La dérivation, les 12 dérivations doivent être regardées pour la trio ventriculaire dissociation. Il faut bien regarder méticuleusement de gauche à droite et de haut en bas toutes les dérivations à la recherche de ces petites anomalies comme ça, vous voyez, qui défigurent un peu la repolarisation parfois. Là, c'est un peu trop ample, là, c'est bifide. Là, c'est crocheté. Ok. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais ce qu'on voit, c'est que le QRS s'est affiné. Donc, comme il s'est affiné, c'est comme il y a des ondes P et qu'il y a des QRS affinés, ça s'appelle un complexe de fusion. C'est donc bien une dissociation atrioventriculaire. Très probablement, il y a aussi une onde P ici, là-dedans. Donc on a vraiment une tachycardie qui finalement s'inscrit bien maintenant lorsqu'on l'a bien repérée. J'aurais dû la signaler également. Ok. Donc DAV, 2 points pour la dissociation atrioventriculaire et c'est vraiment intéressant. Alors le score de VT score, je vais vous demander d'appuyer sur pause et d'essayer de le mémoriser. D'accord? Parce que c'est quand vous l'aurez mémorisé que vous l'aurez appris. Donc vous vous souvenez qu'il y a 3 critères pour V1, un critère pour D2, un critère pour VR, un critère pour V1, V6 et un critère pour la dissociation, et il y aura 2 points. Je vais être obligé d'avancer, je vous les remets rapidement en mémoire. Vous appuyez sur pause pour les mémoriser ou essayer de les retrouver tranquillement. Parce que de toute façon, pour faire les exercices suivants, on va en avoir besoin. Donc 0 suggère une TSV, 2 points c'est une TV probable à 90%, 1 point c'est une chance sur 2, et 3 points c'est une TV certaine. Il faut un peu de technique, mais on y arrive. Alors, justement, voici mémorisé en haut les 7 items, et vous pouvez appuyer sur pause pour essayer de les retrouver. Voilà, je vous laisse appuyer, et puis moi j'y vais, avec tout d'abord la grande ligne verticale très importante, c'est que c'est extrêmement large en faveur d'une TV. On a une onde dominante. Ensuite, en D2, on ne voit pas très bien, mais en VR, on voit bien. Donc on a un deuxième point. D'accord? Un point là. On a un complexe négatif QRS en V2, donc on a une onde R supérieure à 40 millisecondes, on a un deuxième point, et on a un point VR, donc ça va nous faire 3 points. Donc c'est une TV certaine, d'accord? Il y a des complexes RS, oui, il y a un complexe RS, il y en a au moins un, mais il n'y en a qu'un. Faut pas se tromper, et peut-être celui-là aussi.
Alors ensuite, donc c'est une tachycardie avec retardement. Celle-là, vous mettez la barre, je vous l'ai déjà mise pour vous aider. Vous pouvez appuyer sur pause et essayer de compter les QRS, les items du Vitescore. Moi, je suis obligé d'avancer, donc je vais zoomer un peu pour vous aider. C'est important de savoir zoomer, c'est l'intérêt d'avoir des électrocardiogrammes sur des écrans. Enfin, c'est un peu de la science-fiction en France, on en est encore à la dérivation monopapier euh, qui défile. Voilà, vous avez très bien, grâce à l'alignement en vue, donc le début des QRS, et on voit bien que ça démarre très vite ici, qu'il y a un complexe RS quelque part, oui, là, voilà, c'est un complexe RS, il n'y en a qu'un, mais il y en a un. Et puis là, vous avez un temps d'activation très rapide de moins de 40 millisecondes en D2, hein, on prend son petit trait. Donc vous avez aucun critère d'onde d'air dominante, pas d'onde d'air de 40 millisecondes. Il y a un complexe RS, oui, il y en a un, celui-là, il n'est pas très valable parce qu'on ne le voit pas bien, mais là j'en vois un, voilà. Donc il y en a, et finalement il y en a plein, puis finalement il y en a plein. Voilà, donc on n'a pas du tout de doute, malgré la fréquence, sur une fait que ce soit une TSV. Et puis là, c'est un des ECG du début. On y va, on commence par V1 sur une TV, donc c'est 143 QRS sur une TV, une TSV. On recherche si l'onde d'air fait 40 millisecondes. La réponse est oui, grâce à V2, parce qu'en V1 on voit pas très bien. Mais vous voyez comme c'est large par rapport à tout à l'heure. C'est vraiment très suspect. Donc un point pour initial R en V1 V2, je pense qu'il y a peut-être un agrandissement, non c'est même pas la peine. Ensuite, bah si, le voilà, vous voyez, donc il faut parfois agrandir, hein. Donc là, vous avez un peu plus du millimètre, puisque j'ai dépassé à gauche et à droite. Là, vous avez un retard à l'inscription de R en D2, ça fait encore un point. Et vous avez des dissociations avec des ondes P bizarroïdes. Ouais, il n'y a pas de capture fusion. On a quand même l'impression qu'il y a des petites choses. Là aussi, on aurait pu la signaler. Là et là. Donc, il y en a quand même. Il y a une dissociation. Là, je ne sais pas. Et là, je sais pas, là, je sais pas. Mais là, en tout cas, c'est net, hein. Bon, ça ne donne pas lieu à des captures fusion, mais c'est visible dans toutes les dérivations. Il y a une dissociation. Ça lui fait quand même 4 points de TV score, donc c'est hautement probable. Si vous hésitez, vous savez que vous avez le droit, si l'hémodynamique est stable, de faire un sinus carotidien massage ou une manœuvre de Valsalva modifiée. C'est facile à dire en cas de tachycardie à cœur large, que les gens ne sont pas toujours très bien si c'est les TV. Mais il faut savoir le faire. La technique là, elle est bien faite. Le malade est allongé. Moi, je tourne la tête un peu plus de l'autre côté pour bien dégager la carotide. Je vous laisse regarder la technique, car ce n'est pas le but, mais tout est sur le site internet, à manœuvre de Valsalva, massage chino-carotidien et manœuvre vagale. L'adénosine, tout est sur le site internet, hein. C'est vraiment un petit polymère vraiment physiologique, hein, qui est le précurseur de l'ATP, l'adénosine triphosphate, contre-indiqué dans l'asthme. Enfin, franchement, je ne crois pas que ça soit un gros problème. Et sa demi-vie est très courte, mais c'est très très efficace. Il faut se méfier, c'est vraiment un coup de frein vagal très fort. Donc il faut quand même scoper les jambes, il faut utiliser une veine proximale avec un bon débit. Il faut faire un bolus bref et un rinçage au sodium. Avoir un matériel de réanimation, ça ne se fait pas comme ça à la va-vite n'importe où, l'adénosine sur un coin de table, sur une taille cardiaque large. Là, vous seriez en faute sur le plan de la juridiction, car vous ne prenez pas toutes les précautions. Les doses, c'est 6, 12, 18. Et puis, moyennant quoi, bon, je ne vous l'ai pas montré, mais enfin, ça peut arrêter les tachycardies à QRS large extrêmement bien si ce sont des TSV qui sont sensibles à l'adénosine. D'accord. J'aurais dû vous en montrer. Mais là, voilà, Soar et Brugada vous donnent, et ce papier de Brugada en 2019 vous donne vraiment tous les renseignements sur les posologies, les médicaments, les différences de diagnostic positif. C'est un superbe document. Merci Brugada. Vraiment extraordinaire. Donc vous avez tout compris, je suis obligé de terminer. Le CG, c'est un VT score qu'il faut utiliser en faveur d'une étiologie TSV ou versus TV, ou un score de TV comme vous voulez en français. Si le patient n'est pas stable, on fait une cardioversion, on l'a vu. S'il est assez stable, on peut commencer par les manœuvres vagales et l'adénosine. L'adénosine, c'est souvent nécessaire, hein. Il y a quand même beaucoup d'échecs aux manœuvres vagales dans 3 quarts des cas. Si l'adénosine ne marche pas, alors à ce moment-là, il vaudra mieux prendre un avis cardio ou un rythmologue, hein, cardio qui connaît bien les TV. Vous savez que tout le monde ne connaît pas bien les TV, hein. C'est pas parce qu'on est cardiologue qu'on connaît toute la rythmologie, ça suffit pas. C'est un sous-métier la rythmologie, donc il faut demander à des gens qui connaissent bien, enfin en général, ils connaissent mieux que nous. Ben, ceux qui ne sont pas cardiologues. Insuffisamment stable, l'amiodarone,
peut être utilisé si le patient est insuffisamment stable pour que on continue à le transporter ou à le balader pour avoir la vie cardio. Donc on va commencer par la myodarone et si ça s'aggrave, on sera armé pour le choc électrique externe. Voilà, je voudrais juste terminer avec l'introduction du deuxième module, hein, où nous verrons des pièges. Les pièges, c'est les tachycardies antidromiques dont on a parlé tout à l'heure, des TSV préexcités, des tachycardies fines, des troubles métaboliques et toxiques. Je vous renvoie au module ECG qui s'appelle ECG toxique. Là, c'est ECG des tachycardies supraventriculaires. Voilà, je vous remercie.